Alors, Christopher, tu fais un travail depuis fort longtemps maintenant. C'est le cœur de ta recherche là, sur la tension ou l'opposition qu'on a pu constituer entre républicanisme et droit naturel, entre vertu et droit. Donc, tu fais partie de ces jeunes chercheurs qui ont interrogé cet objet en philosophie politique, en particulier dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Et là, tu te décales donc sur le XVIIIe siècle, autour de Price, que tu vas éditer, si j'ai bien compris. Tu pourrais nous parler d'ailleurs de cette édition. Je ne sais pas si c'est fait, j'ai pas l'impression. Si c'est à faire, si ça sort à la rentrée peut-être. Et évidemment, le travail que tu vas nous présenter là fait partie de cette recherche, de ces textes de Price que tu introduis et que tu introduis justement dans cette perspective de tension ou de relecture de la relation entre justnaturalisme et républicanisme, qui est un des cœurs de notre séminaire depuis très longtemps, et donc tu es vraiment au centre du réacteur. Voilà, Mhm. autrement, tu enseignes, et j'ai le plaisir aussi d'être dans la même université que toi, tu enseignes à l'université de Rouen depuis quelques années déjà. Et à Rouen, donc un centre, finalement, un centre autour des questions républicaines, du droit naturel. Si on regarde la faculté de philosophie, la faculté d'histoire, c'est pas forcément quelque chose que l'on trouve beaucoup ailleurs, peut-être. Voilà, merci Christopher, en tout cas, d'intervenir dans le séminaire, puis nous donnons la parole. Tu as environ 1 heure, et puis après, on aura environ aussi 1 heure de discussion. Vas-y. Entendu, merci beaucoup Yannick et Marc et toute l'équipe pour l'invitation. Euh, donc effectivement, ce que je vais vous présenter ce soir s'inscrit dans un travail que je viens de terminer, mais qui en fait, comme toujours, n'est pas vraiment terminé, c'est-à-dire que va sortir à la rentrée vraisemblablement une traduction de différents textes de Price, donc traduction que j'ai faite, accompagnée d'une présentation qui se focalise essentiellement sur la dimension historiographique. Dimension historiographique, donc pour essayer de montrer comment Price a été lu, et je vais aborder ce point, dans la première partie de mon exposé. Et donc, mais ce n'est pas fini puisque, en fait, j'avais prévu de faire une introduction finalement plus substantielle avec une partie vraiment précise d'interprétation des textes, et ça passait pas dans le cadre d'une introduction. Donc, cette partie d'interprétation, elle est remise à plus tard, à un livre ou à des contributions. Donc, je proposerai ça dans un autre contexte que cette édition, ou que l'introduction à cette édition. Donc voilà, pour répondre effectivement à tes interrogations, mais que tu as bien vu que ce n'était pas encore sorti et que ce serait sorti, et tu as flairé que ce serait sorti plutôt vers la rentrée, vu le calendrier. Peut-être d'abord 3 mots sur Price, qui n'est guère connu en France que comme cible des attaques d'Edmund Burke, hein, dans ses réflexions sur la Révolution de France. Donc Richard Price, c'est un. Alors oui, pardon, je précise que j'ai fait un document qui était un PowerPoint, mais qu'il est un peu compliqué de diffuser en même temps que je parle. Donc, mais que normalement toutes les personnes qui sont là ont pu la voir. Donc, il y a un certain nombre de citations, et puis ainsi que le plan de mon exposé, qui sont reprises dans ce document, donc que vous pouvez suivre sur votre propre ordinateur ou si vous l'avez imprimé. Et donc, Price, bah, c'est un théologien, hein, c'est un économiste. Il a beaucoup travaillé sur la dette et sur les tables de mortalité. Et puis, c'est aussi un philosophe. Il a écrit un traité de morale britannique, même gallois. Et c'est aussi, et c'est ce qui m'intéresse au premier chef, même si sa pensée est relativement cohérente, donc ça oblige à aller vérifier les choses dans les autres domaines de sa pensée. C'est aussi un pamphlétaire politique, et son essai sur la liberté civile, Observations on the Nature of Civil Liberty, donc c'est vendu, hein, à environ 60 000 exemplaires, c'est ce qu'évaluent les spécialistes, et il est immédiatement traduit dans plusieurs langues, en flamand, en allemand et en français. Et plus de 30 pamphlets sont écrits entre 1776 et 1778 pour lui répondre spécifiquement.
Or, la plupart des réactions de ces détracteurs, qui sont souvent payés par le gouvernement britannique pour écrire leurs réponses, leurs réfutations, la plupart des réactions visent précisément la thèse qui est au centre de son propos, qui cherche à justifier la guerre des colonies américaines, pas exactement à défendre l'indépendance, mais à justifier la guerre, et en disant à ce stade tous les moyens sont bons, donc la guerre des colonies américaines contre la Grande-Bretagne. Et la thèse en question, c'est que la liberté, dans tous les sens possibles du mot, doit être définie par l'autogouvernement, self-government. Alors, se pencher sur le texte de Price, c'est donc se pencher sur une contribution majeure selon les critères de l'époque, puisque donc ça a été un succès, ou en tout cas ça a créé une immense polémique, même si aujourd'hui très très négligée. Donc contribution majeure au débat de théorie politique relatif à la Révolution américaine et au système britannique de l'époque, puisque le propos de Price vise à la fois à justifier les entreprises des colonies contre le gouvernement britannique, mais aussi, bien sûr, à critiquer le système britannique lui-même. Alors, ensuite, ce qui oriente avant tout le travail d'histoire de la pensée politique, ce n'est bien sûr jamais simplement la curiosité, ni même le goût pour ce qui a été négligé. Et je voudrais donc expliciter le cadre plus spécifique dans lequel je m'intéresse à Price. Le point de départ, c'est, en un certain sens, Yannick l'a formulé tout à l'heure, c'est l'insatisfaction intellectuelle qui prend des ramifications différentes face à la manière dont non seulement le débat public, mais aussi la théorie politique contemporaine et une bonne part de l'histoire de la pensée politique tendent à exclure ou à marginaliser la place, le rôle des droits individuels et même des droits naturels au sein de l'univers intellectuel du républicanisme, ou on pourrait dire des républicanismes, en admettant qu'il y a une variété de branches dans la famille des républicanismes. Alors, il y a des nombreuses raisons qui expliquent cette tension entre idées républicaines et droits individuels ou droits naturels. Pour ma part, je voudrais questionner l'une d'elles sur le plan de l'histoire de la pensée politique, à savoir cette conviction donc, que je critique ou que je veux mettre à l'épreuve, une conviction qui semble être une évidence intellectuelle que partagent même des adversaires entre eux, selon laquelle défendre les droits individuels contre le pouvoir, c'est pour un auteur marquer son appartenance à la tradition libérale, au sens politique du terme, au sens disons, rawlsien, au sens où on fait de Locke, par exemple, j'y reviendrai, le père fondateur d'une certaine tradition libérale. Or, depuis une cinquantaine d'années, ce que Serge Audier, dans son petit livre sur les théories de la République, a justement appelé le retour en force de l'idée républicaine dans le champ de l'histoire de la pensée politique, a finalement plutôt, ce retour en force, il a plutôt renforcé cette vision qu'autre chose. Et le point significatif et donc problématique à mes yeux, c'est que la mise en évidence qu'on doit, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment à Pocock et à plein d'autres, mais en particulier à Pocock, la mise en évidence de la richesse du passé ou des passés républicains de l'Europe et des États-Unis s'est élaborée en partie contre le récit qui assimilait l'avènement de la modernité et la naissance du libéralisme des droits. De fait, de trop nombreux historiens du républicanisme ou des républicanismes ont, pour ainsi dire, intériorisé l'idée que le concept de droit relevait de l'univers intellectuel libéral et donc ont mis à l'écart ou ont été mal à l'aise vis-à-vis de cette présence du concept, peut-être du langage des droits dans les textes, dans les idéologies républicaines. Alors la thèse qui anime le travail au sein duquel donc prend place ma lecture de Price, c'est au contraire que nombre d'auteurs républicains, dès la fin du XVIe siècle, dans la révolte hollandaise, tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, utilisent le concept de droit individuel est conçu le plus souvent, ou en tout cas souvent comme droit naturel. Et je vais me concentrer ici sur le cas de Price, et donc plus précisément sur cette notion de droit naturel à l'autogouvernement, self-government, et ses implications politiques. Et d'abord, je vais présenter brièvement, critiquer aussi deux interprétations de Price qui
qui existent, donc et contre lesquels je me situe, puis mentionner brièvement, même si c'est là qu'il faudrait rentrer dans le détail de l'analyse des textes, mentionner brièvement les raisons pour lesquelles je considère que Price est républicain. Alors, première grande partie donc sur les questions historiographiques. Et premier point, Pocock. Alors, brièvement, hein, Pocock, il est probablement, c'est pour ça que je commence par lui, celui qui a le plus marqué, pour le meilleur et pour le pire, les études républicaines au XVIIIe siècle. L'une de ces hypothèses qui est bien connue, qui est nourrie par des réflexions méthodologiques approfondies, consiste à mettre en évidence l'opposition entre deux langages politiques, le langage républicain de la vertu, issu de la reformulation de l'idéal de l'animal politique aristotélicien dans l'univers de la Renaissance, Florence et Venise en particulier, un idéal qui émigre et s'adapte à l'Angleterre des XVIIe siècle et XVIIIe siècle et qui va façonner ensuite les débats autour de la République naissante en Amérique du Nord. Ce langage, il est centré sur l'opposition entre la vertu civique et la corruption, et il tend à identifier la liberté et la participation politique. Être libre, c'est participer politiquement, c'est exercer le pouvoir politique, et il fait une place, ce langage de choix, à l'idéal de constitution mixte comme une condition de stabilité du corps politique dans l'histoire, etc. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a, dans le schéma de Pocock, dans la construction de Pocock, le langage libéral des droits, qui est d'origine juridique, qui accompagne la naissance des sociétés fondées sur les échanges, sur le commerce. Ce langage est foncièrement individualiste, il est ancré dans une théorie de la propriété personnelle, il justifie le retrait de l'individu de la sphère politique, et il tend à assimiler la liberté à la jouissance paisible de ses droits. Mais lorsqu'il évoque le cas de Price, Pocock, on voit bien que ces paradigmes sont plus gênants qu'utiles pour interpréter la pensée d'un auteur qui va effectivement défendre une théorie du gouvernement limité par la protection des droits, et il va défendre cette théorie du gouvernement limité en tant que ce gouvernement est pensé comme un instrument, mais un instrument de l'autogouvernement du peuple. Et c'est là que se pose le problème du modèle de Pocock, tout en dénonçant, du côté de Price, vigoureusement la corruption effectivement du système politique britannique, comme pouvaient le faire les républicains des XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. Alors, je vous renvoie à la citation A, donc c'est la première citation du document. Pocock dit, selon Pocock, Price développe, donc il dit, un point de vue radical avancé. C'est un dissident rationaliste qui critique le gouvernement Whig en place en se situant, dit-il, je cite à nouveau, dans la frange extrême de la dissidence libérale. Bon. Mais au lieu de préciser la relation de Price aux traditions républicaines et libérales qui forment l'architecture de son interprétation du XVIIIe siècle, Pocock va se contenter en fait de le décrire, je le cite à nouveau, hein, comme le premier intellectuel de gauche. Bon, alors une formulation comme ça un peu lapidaire. Dans un autre texte, Pocock décrit Price comme d'abord un moraliste, puis par voie de conséquence un démocrate, et comme, je le cite à nouveau, une figure notable dans la transformation du non-conformisme britannique en un ethos de dissidence permanente vis-à-vis des pratiques du gouvernement, transformation qui a marqué la gauche intellectuelle. Bon, alors, le caractère à la fois allusif, rétrospectif, et puis, bon là je ne le montre pas, mais disons non argumenté de cette lecture, témoigne à mon sens du malaise de Pocock à interpréter Price dans le cadre qu'il adopte. Alors, malgré tout, Pocock a bien quelque chose de plus précis à dire de Price et du radicalisme britannique. J'aime pas trop l'expression radicalisme. On pourra éventuellement en parler dans la discussion comme catégorie, mais il a bien quelque chose à dire de plus, Pocock, et c'est principalement à travers la figure de Joshua Tucker, donc l'auteur d'un Treatise Concerning Civil Government qui est publié en 1781. Et Tucker est un économiste qui est obnubilé par ce qu'il perçoit comme l'inquiétante influence de la théorie du contrat de Locke dans la pensée des réformistes radicaux, donc de la fin du XVIIIe siècle, dont Price fait partie. Et donc, selon Pocock, l'idéologie de l'opposition donc, dans laquelle se place Price, c'est une idéologie, dit-il, c'est la citation B, c'était une idéologie morale et néoclassique dans ses arguments et ses hypothèses, et cette idéologie n'avait guère à voir
pas grand-chose à voir avec le débat entre Locke et Filmer, c'est-à-dire entre la question de la loi de nature, du gouvernement limité, etc. Cependant, Pocock admet aussi que, je le cite, hein, dans la rhétorique des Américains, des dissenters, des Londoniens, etc., Tuck voit converger les deux langages. Hein, je cite Pocock, la rhétorique de la vertu romaine d'un côté et de l'indépendance, donc d'un côté, et de l'autre côté, les écrits de Locke. Je vous renvoie à la citation B, donc. Il y a une union, pour Tucker, il y a une union entre l'idéal classique du citoyen, qui commande ses propres terres et ses propres armes, de sorte qu'il peut être impliqué dans le gouvernement, je continue la citation, et l'idéal lockéen de l'individu dont les droits à la personnalité et à la propriété sont antérieurs à l'existence de la société civile, de sorte qu'il ne peut être soumis à un gouvernement que par son propre consentement. Fin de citation. Et Pocock soutient que si Tucker ne s'embarrasse pas de distinguer les deux langages, c'est qu'en fait, il les juge tous les deux archaïques. Hein. Ils sont archaïques tous les deux aux yeux de Tucker. Archaïque parce que le républicanisme s'appuie, selon Tucker, sur une pensée de l'esclavage, et c'est incompatible avec la modernité, et il est incompatible aussi parce que c'est une théorie abstraite du contrat et non pas une théorie de l'émergence progressive de la société civile, et donc c'est une théorie qui est archaïque aussi parce qu'elle est non conforme à ce qui est acquis aux yeux de Tucker par l'évolution, en gros par les Lumières écossaises. Alors, la question n'est pas de savoir ici si la lecture que fait Tucker des radicaux britanniques est juste ou non, mais plutôt de souligner que Pocock ne saisit pas l'occasion, qui est une occasion textuelle, certes chez un adversaire de Price en l'occurrence, mais une occasion textuelle qui lui est offerte pour interroger cette coprésence des deux images, des deux langages, pardon. Le problème donc, c'est que les paradigmes qu'il a construits sont en réalité, on pourrait prendre d'autres exemples, sont en réalité inadaptés à la compréhension des auteurs. Et il faut ajouter qu'en dépit du succès de ces paradigmes, notamment dans leur reformulation par Keith Baker pour interpréter le républicanisme français du XVIIIe siècle, il y a finalement peu d'auteurs républicains qui se prêtent à une telle partition. Et je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas en tout cas une grande majorité, ça c'est certain. La leçon méthodologique qu'on peut en tirer, donc, c'est que les paradigmes doivent demeurer des outils heuristiques, bien sûr, mais qu'on ne saurait les maintenir face à des textes qui les contredisent si ouvertement. Alors, je me tourne, c'est le deuxième point de cette section historiographique, je me tourne à présent vers la lecture qu'a proposée un historien américain, Isaac Kramnik, dans son ouvrage Republicanism and Bourgeois Radicalism, donc de 1990, et qui met l'accent sur le lockeanisme de Price, hein, donc c'est le pendant, si vous voulez, de la lecture, d'une lecture républicaine à la Pocock, ce serait la lecture de Kramnik, et plus généralement, hein, le livre de Kramnik porte sur les radicaux britanniques, James Bugg, Thomas Paine et Joseph Priestley. Alors, selon cette lecture, si Price ne doit rien à la tradition républicaine, c'est parce que le républicanisme est construit par Kramnik comme une idéologie fondamentalement nostalgique. Pourquoi? Parce que c'est une idéologie, dit-il, politique qui déplore toujours la tendance inévitable des sociétés à la corruption des principes originaires, mais c'est aussi une idéologie qui est anti-commerciale et qui est anti-individualiste, qui fait primer l'intérêt commun ou le bien commun sur l'intérêt particulier et évidemment aussi sur les droits. Or, s'il est vrai que Price va davantage mettre en cause la Rome républicaine et sa politique liberticide à ses yeux de la conquête, il fait davantage ça qu'il n'en exalte les vertus, contrairement à d'autres républicains qui sont habituellement catégorisés comme classiques, comme je sais pas, par exemple Sidney, eh bien, on ne peut pas non plus négliger le fait que sa critique du système institutionnel britannique va s'appuyer, chez lui comme chez d'autres radicaux, comme Priestley par exemple ou Cartwright, sur l'idée que la corruption gouvernementale, son principal problème, ce n'est pas de rendre impossible la réalisation de la personnalité morale, politique de l'individu, compris donc en termes pocockiens, mais plutôt que le problème de la corruption, c'est qu'elle mine les fondements de la liberté commune, de la liberté collective et de la liberté des individus. De façon bien plus directe et explicite, Price va investir la thématique du patriotisme, hein, dans son discourse
on the Love of Our Country, qui est le texte de 1789, son sermon de 1789, qui est donc prononcé en novembre 1789, pour mettre en avant la communauté de principes qui, selon lui, anime la Révolution française qui débute et la Glorious Revolution un siècle plus tôt, ainsi que ce qui s'est passé avec l'indépendance et la Révolution américaine. Alors, la lecture de Kramnik, elle mérite d'être mentionnée parce qu'elle incarne de façon exemplaire deux traits caractéristiques de l'histoire intellectuelle libérale. Le premier trait, la première caractéristique, c'est que finalement, le libéralisme serait ce qui reste du républicanisme une fois que celui-ci, le républicanisme, s'est trouvé épuré de tout ce qui est incompatible avec la modernité. Hein. Donc, pour un exemple vraiment parlant de cette thèse, je vous renvoie au livre de Kalivas et Katznelson, Liberal Beginnings, A Republic for the Moderns. Donc, en gros, le libéralisme commence lorsqu'on comprend que lorsque on pense la liberté dans un cadre républicain, mais pour les modernes, c'est-à-dire détaché de tout ce qui représente ou est censé représenter le républicanisme ancien. Alors, cette hypothèse, elle est problématique. Je mentionne juste un argument, parce qu'elle revient, par exemple, à rendre a priori indéchiffrable tout effort pour penser les conditions d'exercice de la vertu civique, habituellement rattachées aux anciens, dans l'univers des sociétés commerciales modernes. Or, il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits justement tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Le deuxième trait caractéristique des lectures libérales, c'est l'idée que Locke, donc interprété comme père fondateur de l'individualisme libéral, serait la source principale, voire unique, exclusive, des théories des droits proposées au XVIIIe siècle. En fait, cette focalisation sur Locke, elle est trompeuse et pour différentes raisons. J'en mentionnerai simplement deux. La première, c'est que bien avant Locke et jusqu'aux révolutions de la fin du XVIIIe siècle, des républicains donc de la révolte hollandaise fin 16e, des républicains anglais de l'époque du Commonwealth comme Milton ou Needham, puis Sidney, Trenchard et Gordon au fin 17e, début 18e siècle, accordent tous une place fondamentale aux droits individuels, à l'origine populaire du gouvernement et aux droits de résistance, sans nécessairement toujours se référer à Locke. Donc, il n'y a pas que Locke quand on parle des droits au XVIIIe. Ce qui ne veut pas dire que Locke ne compte pas et même que ces auteurs n'y font pas parfois référence. Sidney, non, et évidemment, les Milton, a fortiori, non plus. D'autre part, et surtout, c'est ça qui m'intéresse ici du point de vue de Price spécifiquement, c'est que lorsque l'on regarde de près certaines thématiques soi-disant lockiennes de la pensée politique de Price, on s'aperçoit qu'en fait, Price est beaucoup plus proche de ces républicains. Je prends un exemple. Il ne défend pas seulement, comme Locke, la thèse du gouvernement limité par la protection des droits. Il défend cette thèse, mais il ne défend pas seulement ça. Il affirme une thèse plus radicale, qui est présente par exemple chez Milton, en 1649 au moins, ou chez Sidney dans les Discourses Concerning Government, du droit inaliénable et permanent du peuple de changer les institutions. Ce qu'on ne trouve pas chez Locke, de façon textuelle, au moins aussi clairement que chez Milton ou Sidney. De même, Price défend le droit de propriété fondé dans le travail, mais il s'inquiète aussi des dangers du luxe et des inégalités sur la stabilité d'une société de liberté. D'une manière qui n'est pas sans rappeler Rousseau. On ne sait pas si Price a lu Rousseau ou non. Enfin, en tout cas, on ne sait pas s'il a lu le contrat social. Certainement, il a lu le discours sur l'origine. Il y a une citation de Price, je ne sais pas si je vous l'ai mise, où il dit il y a une égalité dans la société qui est essentielle à la liberté. Hein, une égalité, et il parle d'une égalité économique. Donc, je pourrais prendre d'autres exemples, mais ce qui ressort, c'est que, aussi appuyées que soient les références de Price à Locke, à l'auteur du second traité, les lectures qui rabattent systématiquement Price sur Locke, jusqu'à affirmer, il y en a un certain nombre, je vous passe pour qu'on entre un peu dans les textes de Price lui-même, mais jusqu'à affirmer que lorsque Locke s'écarte, finalement, il lui reste fidèle
parce qu'il le radicalise en quelque sorte. Hein. Il y a notamment Dickinson qui avance cette lecture. Et bien en fait, ces analyses, ces interprétations, elles ne résistent pas vraiment à l'analyse. Non seulement Price recourt à certains concepts comme celui de patriotisme, comme celui de vertu civique, à propos desquels Locke est resté pour le moins discret, mais surtout, lorsqu'il traite de thématiques ou de concepts censément lockiens, il le fait en fait d'une manière qui le rapproche bien plus de la pensée républicaine ou d'une certaine pensée républicaine. Je pense notamment aux deux que j'ai mentionnés, Milton ou Sidney, mais sans exclusive ou sans prétendre être exhaustif. Alors, pour des raisons de temps, et aussi parce que je crois que je m'adresse principalement à des historiens, je vais laisser de côté la troisième lecture qui est plus récente, qui a été proposée dans une thèse dirigée par Philippe Petit, dans une thèse de 2012 qui a beaucoup de qualité, mais qui a le défaut assez important euh, euh, d'interpréter Price à la lumière du développement de la démocratie ou de l'histoire de la démocratie qui succède à Price. Si bien que finalement, il tend à exagérer la proximité avec ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie représentative, et du coup, il néglige ce qui lie Price à la tradition républicaine disons, des 16e au 18e siècle. Donc, je laisse cette lecture-là de côté, même si elle a apporté beaucoup, et notamment elle a apporté beaucoup cette lecture, parce qu'elle rentre vraiment dans l'analyse des textes de Price comme peu d'études le font. Alors, j'en viens juste brièvement par énoncer, parce que je vais pas les étayer très en détail, mais énoncer donc, c'est le troisième point de mon grand 1, pourquoi je considère que Price doit être lu comme un républicain. Donc, cinq raisons. D'abord, même s'il se réclame dans le contexte britannique de la constitution mixte, hein, donc en quelque sorte de la monarchie, hein, il se réjouit sans réserve de l'apparition de sociétés, et là bien sûr il pense aux colonies qui prennent leur indépendance, l'apparition de sociétés qui soient, dit-il, sans roi, sans noble et sans évêque. Hein. Et donc, il se réjouit de ça. Donc, ce n'est pas un monarchiste convaincu. Hein. Il pense bien sûr à ces États qui déclarent leur indépendance en Amérique. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, parce que il conçoit la liberté à partir du langage, disons, pour aller vite, du langage néo-romain, hein, en opposant liberté et servitude, ou liberté et domination, même si, et c'est un point intéressant qui serait, qu'on peut éventuellement discuter ensemble, mais que je ne développe pas ici, même s'il y a un décalage significatif avec la manière dont Skinner et Petit ont reconstruit ce langage néo-romain ou républicain de la non-domination. Pourquoi? Parce que Price, à la différence de ces néo-républicains contemporains, il ne fait pas de l'autogouvernement l'instrument d'une liberté négative. Price conçoit la liberté comme autogouvernement. Hein. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que les hommes doivent s'autogouverner d'une manière ou d'une autre pour être libres d'un point de vue négatif. Price dit être libre, c'est s'autogouverner. Alors, comment dans les grands États, on va y revenir. Mais il y a une différence c'est-à-dire qu'en gros, il y a une théorie explicitement positive de la liberté. Hein. Être libre, c'est s'autogouverner soi-même dans tous les sens du terme. Troisième point, le Price développe des éléments de réflexion sur la vertu civique et sur l'économie politique comme des conditions sans lesquelles la liberté ne saurait se maintenir. Et donc, à ce titre, il appartient à une famille ou des familles de pensée républicaine qui articulent vertu et mœurs et économie, hein, à la question de la stabilité, de la liberté de la société. Quatrième point, donc Price développe une conception du patriotisme, hein, qui est pensée à la fois, je le dis simplement rapidement, encore une fois on peut y revenir dans la discussion, comme une ressource indispensable à la défense de la liberté contre la corruption à l'échelle nationale, et une forme de patriotisme comme exigeant aussi à l'échelle internationale le respect des droits des peuples. Hein. Être patriote au sens de Price, c'est respecter les droits
de ceux qui ne nous attaquent pas, et même d'ailleurs de ceux qui nous attaquent, même si quand ils nous attaquent, on est en guerre, et donc la guerre a ses malheurs et son lot de violence, mais l'idée que le patriotisme se définit comme la protection, comme le respect des droits des autres peuples. Enfin, cinquième élément, Price utilise la notion donc de droit naturel, on va y revenir, d'une façon qui est très similaire à la manière dont de nombreux républicains des XVIIe et XVIIIe siècles l'utilisaient aussi. Et je vais essentiellement donc me pencher sur cette question. C'est la deuxième partie, deuxième point de mon intervention, sur le rapport entre droit naturel et autogouvernement. Et donc, le premier point à souligner, c'est qu'il ne fait aucun doute que la notion de droit naturel est présente et joue un rôle clé dans la pensée morale et politique de Price. Le premier paragraphe de ses Observations on the Nature of Civil Liberty, donc, qui vont donc immédiatement marquer les esprits, commence de la façon suivante, c'est la citation D. « Nos colonies de l'Amérique du Nord semblent maintenant déterminées à tout risquer et à tout supporter, convaincues qu'elles sont que la Grande-Bretagne tente de les priver de cette liberté à laquelle chaque membre de la société et toutes les communautés civiles ont un titre naturel et inaliénable. Natural and inalienable title. » Donc, c'est pas right, mais on va voir qu'en fait, il est question de ça. 13 ans plus tard, dans son discours sur l'amour de la patrie, donc que je mentionnais, de 1789, il présente les 3 principaux bienfaits de la nature humaine, comme il les appelle, que doit chérir tout patriote, à savoir la vérité, la vertu et la liberté. Et au titre de la vérité, de ce bienfait que doit chérir tout patriote, l'impératif, dit-il, est le suivant, c'est la citation E. « Donnez-leur aux hommes de justes idées sur le gouvernement civil, faites-leur savoir que c'est un moyen de se protéger contre les torts et de défendre leurs droits, et il leur sera impossible de se soumettre à des gouvernements qui, comme la plupart de ceux qui existent actuellement dans le monde, sont des usurpations des droits des hommes, rights of men, et ne sont guère mieux que des artifices permettant à quelques-uns d'opprimer le plus grand nombre. » Alors, dire que les droits de l'homme, et en particulier le droit à la liberté civile, sont naturels, c'est dire qu'ils ne tirent, pour Price, c'est dire qu'ils ne tirent pas leur existence d'une autorité humaine. Je vous renvoie à la citation F. « Il faut rappeler que l'on doit jouir de la liberté civile comme d'un droit dérivé du seul auteur de la nature, sans quoi elle ne peut être le bienfait qui mérite ce nom. Si un pouvoir humain quelconque est considéré comme donnant la liberté, comme ce dont elle dépend et qui peut l'envahir ou la rappeler, la récupérer à son gré, la nature de la liberté s'en trouve modifiée et devient une espèce d'esclavage. » Et donc dire que ces droits sont inaliénables, c'est affirmer qu'il n'est jamais moralement acceptable d'y renoncer et que tout individu ou toute communauté qui l'aurait volontairement abandonné est toujours fondé à tout faire pour le recouvrer. Ce qui est évident pour la liberté religieuse de l'individu, soutient Price, qui est un dissident, qui évolue dans des milieux, pour le dire rapidement, des milieux de citoyens de seconde zone privés de beaucoup de leurs droits du fait des lois, des lois en la matière en Grande-Bretagne. Donc, ce qui est évident pour la liberté religieuse de l'individu, soutient Price, l'est tout autant pour la liberté civile, c'est la citation G. Une telle cession, céder sa liberté civile comme on céderait sa liberté religieuse, c'est incompatible avec les droits inaliénables de la nature humaine. Donc ici, ce n'est pas les droits de l'homme, rights of man, ou les droits des hommes, men, mais les droits de la nature humaine. Bon. Alors, les références au droit naturel abondent, droit naturel au pluriel, dans les écrits politiques de Price, mais on ne peut pas dire non plus, pour autant, qu'ils fournissent, et ça fait d'ailleurs une différence notable avec Locke, qu'ils fournissent une théorie développée des droits naturels, et il ne décrit même pas de façon détaillée ce qu'est l'état de nature à ses yeux, ni la transition vers l'état civil, ni par conséquent ce qu'il adviendrait, une fois la société formée, des droits naturels. L'un des seuls passages où il évoque explicitement l'état de nature et les droits dont les individus y jouissent donc dans cet état, ce passage se trouve dans les Additional Observations, donc c'est un texte qu'il publie en 1777, donc un an après les premières observations, pour réaffirmer sa position
après donc le flot de pamphlets attaquant sa théorie de la liberté civile. Et ces quelques paragraphes, donc, où il parle de la question de l'état de nature, défendent l'idée selon laquelle, c'est la citation H dans le document, l'égalité ou indépendance des hommes est un de leurs droits essentiels. Le genre humain a reçu ce droit des mains de son créateur. Tous les gouvernements qui ne sont pas libres sont totalement incompatibles avec ce droit. Certains types, poursuit Price, là je fais un résumé ou un condensé, certains types de distinctions et d'inégalités seraient certes possibles en l'absence de gouvernement, souligne Price donc, mais aucune forme de subordination ne serait en revanche légitime. Et donc il fait la distinction entre les inégalités ou les distinctions sociales de mérite et la subordination. Et ne serait pas non plus légitime un droit du bienfaiteur de substituer son jugement à celui du bénéficiaire, ni aucun devoir d'obéir du bénéficiaire qui serait fondé sur la force, sur la connaissance ou sur la propriété de celui qui se prétendrait être le bienfaiteur. Donc ce développement sur l'égalité naturelle des hommes comme non-subordination doit bien sûr être lu comme une manière pour Price de préciser l'idée selon laquelle les individus sont par nature libres. Qu'est-ce qu'on entend par libre par nature? On entend non subordonné. Ce développement remplit chez lui une fonction qui est précise, c'est de lui permettre de montrer que la liberté est constitutivement bornée par le respect de la liberté d'autrui. C'est-à-dire que ses adversaires lui ont reproché, en assimilant la liberté à l'autogouvernement, c'est-à-dire l'autogouvernement, c'est décider pour soi-même de ce que je fais. Et donc, ses adversaires lui ont dit, mais ça, c'est un concept de liberté qui est absolument incompatible avec la société civile, puisque si chacun fait ce qu'il veut, c'est l'état de nature de Hobbes, c'est pas compatible avec l'état de nature, avec l'état civil qui implique des limitations de la liberté. Et donc, ses adversaires lui reprochent d'adopter un concept de liberté illimitée, incompatible avec l'existence même d'une société politique, et la réponse de Price, c'est précisément que, par définition, cette liberté est limitée par l'égalité naturelle des êtres humains, qui ont tous en partage cette liberté. Cependant, excepté ce passage important, où la notion d'état de nature permet de mettre en avant cette idée d'un droit naturel à l'égalité, en fait, entendu comme non-subordination, Price invoque les droits naturels plutôt dans le cadre d'un raisonnement sur le sens et la portée du concept de gouvernement légitime, c'est-à-dire d'un gouvernement qui repose, selon lui, sur le principe de la liberté civile. Et sa manière d'aborder les choses consiste à dire qu'un gouvernement légitime est un gouvernement libre, doit être un gouvernement libre, autrement dit, une forme de société où le peuple se gouverne lui-même, soit directement, soit indirectement par ses représentants, qui ne peuvent donc, ces représentants, être que des délégués demeurant sous le contrôle du peuple pour que ce gouvernement soit libre ou que ce peuple soit libre. C'est dans la grande majorité des cas, dans ce cadre argumentatif, que Price convoque les droits, au pluriel, le plus souvent en les associant à l'impératif de les protéger ou de les préserver, effectivement. Et cet impératif de protection des droits est, à ses yeux, donc, inhérent à tout gouvernement légitime. Et c'est bien sûr parce qu'il y a cet impératif de protéger ou de préserver les droits qu'il a été lu comme un auteur, disons, lockeien au sens libéral du terme. Alors, ce raisonnement, justement, c'est le point 4, ce raisonnement, le droit naturel à l'autogouvernement, qui fait du gouvernement légitime celui qui protège les droits naturels des individus, il est bien sûr au centre de ces lectures libérales de Price, qui voit en lui un fidèle disciple de Locke. Et de fait, on trouve plusieurs occurrences de droits, des droits qui semblent confirmer que la liberté civile consiste essentiellement à pouvoir jouir paisiblement de ses droits, à l'abri donc des interférences. Cependant, ces lectures négligent la spécificité de la position de Price, qui définit d'emblée la liberté par l'autogouvernement. Je vous donne la citation, disons l'une des plus importantes, c'est la citation I, dans laquelle plutôt il détaille les différents sens de liberté. Toutes les différentes espèces de liberté se ramènent à l'idée générale de l'autogouvernement. La liberté des hommes en tant qu'agents
et ce pouvoir d'autodétermination que possèdent tous les agents en tant que tels, leur liberté en tant qu'agents moraux et leur pouvoir de s'autogouverner dans leur conduite morale, leur liberté en tant qu'agents religieux et le pouvoir de s'autogouverner dans la religion, et leur liberté en tant que membres de communautés associées pour les fins du gouvernement civil, et leur pouvoir de s'autogouverner dans toutes leurs affaires civiles. La conséquence clé de ce raisonnement, c'est que la liberté civile, à laquelle tout individu et toute communauté ont un droit naturel, n'est pas simplement la jouissance paisible d'une sphère protégée par la loi. La liberté civile, c'est plus fondamentalement le pouvoir de la communauté et le pouvoir indissociablement de tous les individus qui la composent de se gouverner elles-mêmes pour la communauté, eux-mêmes pour les individus, les citoyens, dans tout ce qui relève de leurs intérêts civils. Or, en affirmant la dimension positive, irréductible de cette liberté civile, Price s'oppose à une vision courante et même dominante à son époque, y compris chez certains de ses amis radicaux, avec des guillemets pour aller vite, notamment Joseph Priestley. Cette vision courante, contre laquelle se situe Price, donc qu'il conteste, cette vision courante dissocie et articule ensuite la liberté civile, comprise comme droit personnel à l'abri des lois, et la liberté politique, entendue comme exercice effectif du pouvoir politique. Une sorte d'ancêtre de la liberté des anciens et des modernes. Selon cette vision, donc, que critique Price, la liberté politique, certes, est précieuse, mais elle est précieuse pour garantir la liberté civile. Et donc, il n'est pas impossible, il n'est pas incompatible, il n'est pas incohérent de se représenter un citoyen qui serait libre sans exercer la liberté politique, c'est-à-dire sans participer, notamment, c'est un enjeu important à l'époque, à l'élection des représentants. Ce serait, pour le formuler dans le langage de la Révolution que vous connaissez mieux que moi, donc je vous laisserai juge de cette incursion, ce serait le statut de citoyen passif. Donc une liberté civile sans liberté, sans droit politique ou sans liberté politique, comme le propose la distinction de Priestley. Et cette valorisation instrumentale de la liberté politique, elle est donc compatible avec le paradigme de la constitution mixte, selon lequel, finalement, le caractère limité de la participation populaire contribue, en fait, à la stabilité de la Constitution. La Constitution mixte suppose que le peuple participe, certes, qu'elle est commune, mais que le peuple ne participe pas non plus trop, que ce soit un équilibre entre des forces qui s'auto-limitent précisément et qui rendent stable la Constitution. Price, lui, par contraste, soutient que la participation, elle est inhérente à la liberté civile. Un citoyen qui ne participe pas ne saurait être un citoyen libre. Selon la définition la plus précise qu'il propose du citoyen libre, je vous renvoie à la citation J, un citoyen est libre lorsque le pouvoir de maîtriser sa propre conduite et la possession tranquille de sa vie, de sa personne et de ses biens et de sa bonne réputation lui sont garantis par le fait qu'il est son propre législateur, his own legislator, dit Price. Donc, j'en viens au cinquième point, la question de l'autogouvernement, self-government, dans le système représentatif. La thèse qui assimile liberté civile et autogouvernement, elle rencontre bien sûr une difficulté dans les grands États. Comment on maintient le droit de s'autogouverner pour chacun lorsque le pouvoir politique, exécutif et ou législatif, doit être remis dans les mains d'élus ou de personnes désignées? Le gouvernement représentatif, autrement dit, n'est-il pas un obstacle rédhibitoire à la liberté civile, au sens où l'entend Price, c'est-à-dire à la liberté qu'a la communauté de se gouverner elle-même? La réponse de Price est la suivante. Correctement conçue, la représentation politique n'est pas un substitut, mais une approximation de l'autogouvernement. Je cite, c'est la citation K du document que vous avez, « La liberté est à son degré le plus parfait, là où chaque agent indépendant est capable de donner son suffrage en personne. Mais des méthodes peuvent être utilisées pour s'approcher de la liberté parfaite, d'une manière qui réponde à tous les objectifs du gouvernement, tout en protégeant chaque droit de la nature humaine. » Alors, quelles sont ces méthodes? À quelles conditions la représentation politique est-elle une approximation satisfaisante de l'autogouvernement?
la réponse clé réside dans le contrôle par le peuple des gouvernants et notamment des membres du pouvoir législatif, puisque c'est eux qui ont le pouvoir de faire la loi et donc d'organiser la vie collective. Or, pour ménager dans la Constitution un contrôle populaire, il faut que le peuple participe beaucoup plus, bien sûr, que ce que permet le système britannique de l'époque et que système que critique Price. Afin d'accroître cette participation populaire, Price envisage, et il n'est pas le seul, mais c'est un des seuls, je crois, à inscrire ces exigences au sein d'une conception unifiée de la liberté. C'est pour ça que je trouve que sa proposition est intéressante et frappante. Donc, il envisage, avec donc la plupart de ses amis réformateurs, toute une panoplie de mesures dont la fonction est de rendre la représentation, comme ils le disent, complète et équitable, complete et fair. Et donc, parmi ces mesures, il y a les parlements annuels, la suppression de la dépendance des électeurs vis-à-vis de puissants aristocrates, la réduction de l'influence de l'exécutif sur les communes, la réforme des districts électoraux, les Rotten Boroughs, et donc simplement parmi ces lectures, je me limiterai à 2 points, le suffrage universel masculin et l'évocation de la pratique des instructions populaires, qui ressemble à quelque chose comme le mandat impératif, même si c'est encore un point que je dois approfondir, parce que je ne suis pas tout à fait au clair sur cette histoire, au moins dans l'ère britannique. Donc sur le droit de vote, le suffrage universel masculin occupe une place importante dans le milieu radical auquel Price est lié. Il est vrai que pour des raisons stratégiques, il a renoncé à soumettre à ses amis proches membres du Parlement des projets de loi allant dans ce sens. Probablement, c'est un point qui est un peu débattu. Il y a des interprètes qui disent que Price, en fait, il n'est pas du tout partisan du suffrage universel. Moi, je pense que ce n'est pas le cas, et il y a une raison claire pour laquelle, en tout cas, il n'a pas défendu ça explicitement dans des projets de loi, parce qu'il avait l'opportunité de soumettre des projets de loi à plusieurs, enfin, en tout cas, de contribuer à l'élaboration de projets de loi. Et une des raisons, c'est qu'en fait, il était convaincu que ces projets de loi n'avaient aucune chance d'aboutir, étant donné qu'il n'arrivait même pas à obtenir que les lois réduisant les dissidents dont il faisait partie à un statut de citoyen de seconde zone, il n'arrive même pas à ce que ces lois-là, portant donc, disons, pour aller vite, sur la tolérance, ne passent la Chambre des Lords. Donc une loi proposant le suffrage, d'élargir largement le suffrage, voire de l'élargir au point de le faire devenir universel, ça semblait complètement irréaliste, raison pour laquelle il ne se prononce pas explicitement dessus. Mais le point significatif, malgré tout, et c'est l'argument principal moi, que je trouve pertinent et solide pour défendre la lecture que je vous soumets, c'est que l'ouvrage auquel il renvoie, pour convaincre ses lecteurs, je cite Price, de la praticabilité, même dans ce pays, de la représentation complète, c'est l'ouvrage écrit par John Cartwright qui s'appelle Take Your Choice, qui est un texte publié la même année que les Observations. Et donc, il le mentionne dans le texte de 1777. Price, dans les Additional Observations, il mentionne ce texte de Cartwright, mais ils se connaissent, donc il n'y a aucun doute que Price le connaît, probablement même dans sa gestation. Or, la thèse principale de Cartwright, c'est précisément, la citation L, que tout individu, qu'il possède ou non ce que l'on appelle communément la propriété, doit avoir le droit de voter en envoyant au Parlement ces hommes qui doivent agir comme ses représentants et qui, d'une manière particulière, doivent être les gardiens de la liberté publique, liberté à laquelle le pauvre, certainement autant que le riche, a un intérêt. Tous sont libres par nature, tous sont par nature égaux, la liberté implique le choix, l'égalité exclut les degrés de liberté. Toutes les communes ont donc un droit égal de voter aux élections de ceux qui doivent être les gardiens de leur vie et de leur liberté. Et je vous renvoie à la citation M, donc juste après, où il avance un argument très marquant. La personnalité
est le seul fondement du droit d'être représenté, la propriété n'a en réalité rien à voir avec la question. Évidemment, cet argument, c'était l'argument classique pour limiter le droit de suffrage, enfin le droit de vote, à ceux qui possèdent, puisque seuls qui possèdent ont un intérêt à défendre la patrie, etc. etc. Et donc, la thèse de Cartwright est claire, ce ne sont pas les intérêts de la propriété, mais ceux de la personnalité qui fondent le droit de vote. Alors, que Price endosse lui aussi une telle vision du droit de vote apparaît, si on regarde la logique des textes, comme une conséquence nécessaire de sa conception de la liberté civile. L'exigence d'autogouvernement signifie de façon minimale qu'un citoyen qui n'a pas le droit de vote n'est pas un citoyen libre. L'élargissement du corps électoral, et c'est ça qui m'intéresse également, c'est que cette perspective d'un élargissement du corps électoral, combinée aux autres mesures procédurales, comme les parlements annuels par exemple, aurait assurément pour effet d'accroître significativement la participation du peuple, et donc de mieux réaliser la liberté civile, au sens où l'entend Price, l'autogouvernement. Autrement dit, quand il y a des parlements annuels, on est tout le temps en campagne. Donc, en fait, comme on est tout le temps en campagne, les électeurs sont en permanence sollicités par les questions politiques. Je ne sais pas si je pense que j'ai le temps pour finir le point sur les instructions populaires. Sinon, ouais, ok, je peux enchaîner. Donc le dernier point le dernier exemple que je voulais prendre, c'était celui donc de la soumission des élus et des candidats aux instructions populaires. Car de fait, Price ne va pas se limiter à ces mesures, disons, procédurales et de réforme qui auraient des conséquences spectaculaires, hein, et contre lesquelles luttaient bien sûr les milieux conservateurs ou modérés, pour le dire rapidement. Il ne se limite pas à ces mesures. Dans l'un des passages où il affirme le plus clairement le lien entre contrôle populaire des élus et liberté civile, Price fait allusion aux instructions que le peuple doit, donc le terme anglais c'est instructions, hein, que le peuple doit pouvoir donner à ses représentants. Je vous renvoie à la citation, N. Si les personnes auxquelles est confiée la mission du gouvernement, si ces personnes occupent leur place pour de courtes périodes, si elles sont choisies par les voix impartiales d'une majorité de l'État et soumises aux instructions de cette dernière, on jouira de la liberté à son plus haut degré. Mais si elles sont choisies pour de longs mandats par une partie seulement de l'État, et si pendant ce mandat, elles ne sont pas soumises au contrôle de leurs électeurs, l'idée même de liberté sera perdue. Et donc, il va distinguer, pas ici, hein, mais il va distinguer l'idée de liberté ou les formes de la liberté avec le fait qu'il y a des élections, et puis le fait que ces élections sont tellement rares, corrompues, etc., qu'on aura finalement perdu la substance et on n'aura pas même plus simplement la forme ou l'idée. En choisissant ce terme d'instruction, Price reprend à son compte, hein, même si malheureusement, pour mon intérêt ou ma curiosité, il ne développe pas ce point, mais il reprend à son compte une pratique qui a eu cours tout au long du XVIIIe siècle en Angleterre et même à la fin du XVIIe siècle, qui est donc la pratique des instructions. Associée au droit de pétition, hein, le droit des électeurs d'imposer des instructions aux élus ou aux candidats à l'élection remplissait depuis le début du XVIIIe siècle une fonction de contrepoids, hein, aux yeux de l'opposition au gouvernement, donc contrepoids à l'influence jugée excessive de la couronne sur le Parlement. C'était donc une pratique qui était censée, pour ceux qui la mettaient en œuvre et qui cherchaient à la justifier, qui était censée rétablir en quelque sorte l'équilibre dans la constitution mixte. Donc c'était pas en tout cas justifié comme une mesure démocratique, hein, ou poussant vers la démocratisation du processus. C'était plutôt l'idée que il y a une influence excessive de l'exécutif, et donc pour contrebalancer cette influence excessive de l'exécutif, il faut que la population fasse pression sur les électeurs. Et donc, c'était une pratique censée rétablir cet équilibre, mis à mal par cette influence excessive de l'exécutif sur la Chambre des communes. Cependant, même si ça évolue notamment avec les affaires Wilkes, hein, qui créent un mouvement de participation populaire assez inédit, et mouvement dans lequel ces instructions vont jouer un rôle important,
et donc vont être reprises au compte de cette agitation politique, et donc dans un mouvement qui ne sera plus simplement rétablir l'équilibre de la Constitution. Mais au début du XVIIIe siècle, c'est vraiment dans ce sens-là que la pratique domine. Et néanmoins, cette pratique des instructions présuppose en elle-même une certaine conception active du peuple, hein, en tant qu'agent politique. Du peuple, de la population. People étant, en anglais étant pluriel, hein, donc une pluralité de gens qui se mobilisent et qui tentent de faire pression. Ainsi, par exemple, hein, les journaux où s'expriment les opposants à Walpole sont convaincus que celui-ci abandonne l'excise bill, donc la taxe sur un certain nombre de produits manufacturés, qui est voulu par le gouvernement. Les opposants à Walpole sont convaincus que si Walpole abandonne cette taxe, eh bien c'est du fait de la mobilisation populaire qui a exigé des candidats aux élections qu'ils s'engagent à ne pas voter la loi. En outre, ces campagnes vont progressivement contribuer à donner du crédit à la thèse, et notamment au moment de Wilkes, à la thèse de la souveraineté du peuple, hein, chez ceux qui refusent la thèse dominante par ailleurs en Grande-Bretagne, de la suprématie du Parlement, hein, une sorte de théorie hobbesienne de la suprématie du Parlement. Le Parlement peut tout, parce que justement, tout le pouvoir lui a été transféré. Surtout, les historiens de la politisation progressive du peuple au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, notamment Harry Dickinson, estiment que les franges les plus radicales de l'opposition au gouvernement, à partir du milieu des années 70, et notamment James Burgh, se sont appuyés sur ces pratiques pour envisager des formes de participation populaire plus larges, plus systématiques et plus propres aux yeux de ces auteurs, de ces agitateurs ou ces radicaux, plus propres à améliorer le système représentatif jugé à bout de souffle en Grande-Bretagne au début des années 70 par un certain nombre d'auteurs. Price évolue dans ces milieux qui conçoivent donc et justifient la création, c'est notamment le cas de Burgh, la création d'associations extra-parlementaires, hein, dont le but est de faire pression sur le Parlement, mais aussi plus généralement de mettre sous les yeux, c'est explicite chez Burgh, de mettre sous les yeux de la population une sorte d'illustration concrète de ce qu'implique leur conviction partagée, selon laquelle le pouvoir politique demeure ultimement dans les mains du peuple. Hein. Et donc que ce soit chez James Burgh dans ses Political Disquisitions, ou bien John Cartwright dans Take Your Choice, que j'ai déjà mentionné, ou bien encore après Price chez John Jebb, se développe même l'idée que si le Parlement reste sourd à cette pression venue du peuple, parce que le Parlement est trop corrompu, et que les associations sont largement soutenues par le peuple, eh bien ces associations seraient en droit de s'auto-instituer comme assemblée représentative, une expression qui apparaît, c'est convention nationale chez Burgh, se substituant au Parlement et fondée au titre de leur soutien par la population et de leur travail de débat et de discussion, fondée à établir un nouveau Parlement. Donc une sorte de travail extra-parlementaire qui n'est pas une révolution, disons, violente, mais qui serait quelque chose comme un travail d'auto-institution du peuple ou d'un nouveau Parlement se substituant à l'ancien. Alors, ces réformateurs radicaux en viennent à envisager donc la participation extra-parlementaire du peuple ne se limite pas à faire pression pour obtenir des réformes, mais que ça puisse en fait conduire à un changement de constitution. Et c'est exactement la thèse que Price défendra dans son discours on the love of our country, donc le discours sur l'amour de la patrie, lorsqu'il résume ce qu'il appelle les principes de la Révolution, hein, illustrés par la Glorious Revolution, mais aussi par les débuts de la Révolution française. Outre le droit à la liberté religieuse et le droit de résister au gouvernement tyrannique, il insiste, je le cite, hein, sur le droit de choisir nos propres gouvernants, de les révoquer pour mauvaise conduite et d'établir un gouvernement pour nous-mêmes. Donc je m'arrête sur cette citation, tirée d'un texte plus tardif, mais qui à mon avis, clôt de façon assez cohérente le propos, et j'évoque, mais vous en aurez vous-même sûrement bien d'autres, j'évoque pour conclure simplement des questions que je voudrais soulever, auxquelles je n'ai pas de réponse, qui ne sont pas seulement des questions d'histoire, mais qui sont aussi des questions, disons, philosophiques ou conceptuelles, et qui sont donc des questions appelées par cette lecture de Price. Alors la première question, c'est
qu'est-ce qu'on fait de l'idée que la participation doit être intégrée au concept de liberté civile, hein. La plupart des commentateurs déplorent que Price y est confus parce qu'il n'est pas parvenu à distinguer liberté civile et liberté politique. En fait, Price refuse consciemment cette dissociation. Être libre, c'est s'auto-gouverner dans tous les sens du terme. Mais la question, c'est quelle portée aurait pour nous la reconnaissance que cette thèse n'est pas un manque de cohérence, c'est-à-dire la confusion entre deux concepts, mais plutôt un concept cohérent qui contient, qui ne se réduit pas à la question de la participation, mais qui la contient à titre interne, à titre inhérent. La deuxième question, c'est à quelles conditions il est cohérent de défendre la thèse d'un droit naturel à la liberté civile, entendue comme autogouvernement. Si cette thèse est cohérente, alors il nous faut sortir d'une dichotomie stricte entre nature et politique, entre l'universel de la nature, si vous voulez, et l'expérience historique de la politique. Et comment on sort de cette distinction? On a du mal à se dire qu'il puisse être, enfin, je veux dire, la philosophie contemporaine a du mal à prendre en charge cette idée euh, que la liberté civile, comme autogouvernement dans une société donnée, puisse être un droit naturel. C'est une idée qui est difficile à tenir par la philosophie contemporaine aujourd'hui. Et donc, peut-être que Price nous donne des éléments, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à cette question. La troisième, c'est qu'est-ce qu'on pense, que penser de la thèse selon laquelle le système représentatif doit réaliser l'autogouvernement et non s'y substituer. Parce que, en admettant que la thèse de Price n'est ni naïve ni hypocrite, cette thèse, elle permet de sortir de l'alternative entre, d'un côté, une conception de l'autogouvernement qui récuse l'idée d'un représentant législateur, on va dire la vulgate rousseauiste ou la vulgate de la démocratie directe, et d'un autre côté, une conception du système représentatif comme étant supérieur à l'autogouvernement, à la démocratie directe, justement parce qu'il évite au peuple de se gouverner lui-même. Et ça, ce serait la vulgate libérale. La vulgate libérale. Et donc, comment penser la force et la force de proposition d'une option qui refuserait la vulgate rousseauiste et la vulgate libérale, c'est-à-dire qui considérerait que l'autogouvernement soit non pas remplacé par le système représentatif, mais approché par le système représentatif et qui maintiendrait une exigence permanente de maintenir cette proximité aussi autant que possible, et avec cette conscience, bien sûr, que plus le système représentatif s'éloigne de l'autogouvernement, plus il s'éloigne de la légitimité, en réalité. Je vous laisse sur ces questions. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était audible et que ça vous a intéressé. Merci Christopher, oui, c'était très audible, très clair et très intéressant. J'imagine qu'on est assez nombreux là à avoir eu des échos à nos propres recherches, à nos archives. En tout cas, en tant qu'histoire de la Révolution française, on a évidemment beaucoup de points qui recoupent ce que tu approches. Et dans les questions que tu poses en conclusion, évidemment, on va avoir des choses à dire. Alors, c'était très dense, mais je pense qu'effectivement, il y a des, euh, des ensembles qui peuvent être regroupés. On pourrait peut-être commencer justement par ce que tu évoques dans le premier temps, c'est-à-dire la relation qui peut exister entre liberté civile, liberté politique. Mais peut-être qu'avant de rentrer dans ce premier point, il y a peut-être des interventions plus spécifiques de chacun d'entre nous sur ce que tu as dit, des éclaircissements peut-être par rapport à des choses que tu as abordées. Ouais. Je vais user de mon privilège de président et je vais dire un mot. Moi, Price, je l'ai rencontré dès ma thèse, puisque, effectivement, comme tu l'as signalé au tout début de ton intervention, il est le théoricien du patriotisme réciproque, c'est-à-dire du vrai patriotisme, par opposition au patriotisme exclusif, comme on dit à l'époque.
Et à mon avis, il s'agit ici d'un développement important parce que la plupart des gens que tu as cités, James Burke, et puis d'autres que tu n'as pas cités comme Thomas Paine ou d'autres, ont commencé leur carrière politique, euh, pour dire vite, dans les bagages, dans les valises de William Pitt l'Ancien, qui est le patriote par excellence et qui se revendique comme tel. Mais contrairement à Price, le patriotisme de Pitt l'Ancien est un patriotisme exclusif. Et donc, les développements de Price sur le patriotisme réciproque euh, sont intéressants dans la mesure où ils dépassent euh, à la fois philosophiquement et chronologiquement ce milieu patriote des années 1750, 60 pour dire vite. Et en fait, je crois que beaucoup de ces gens dont tu as parlé, euh, Burke, euh, Paine, Priestley, etc., ont fait leurs armes dans ce que Benjamin Franklin a appelé le Club of the Honest Whigs. Ouais. C'est-à-dire ces clubs, ces associations au point de départ patriote qui ensuite dépassent le programme du patriotisme de Pitt. Et tout ça, ça se manifeste ensuite dans le mouvement Wilkes, que tu as évoqué simplement en passant. Moi, j'ai une question qui est est-ce que Price joue un rôle dans le mouvement Wilkes ou est-ce qu'il reste sur son quant à soi dans ce mouvement-là? Parce qu'évidemment, tous les thèmes que tu abordes, enfin les thèmes de Price que tu présentes, on les retrouve en germe dans le mouvement Wilkes et dans ce large, comment dirais-je, ce très large arc-en-ciel qu'on va retrouver, d'opposition politique, qu'on va retrouver chez les soutiens de Wilkes. Puisque les soutiens de Wilkes sont pas du tout des gens, c'est pas du tout un mouvement monolithique. Il y a évidemment des positions extrêmement différentes à l'intérieur de ce mouvement-là. Mais est-ce que Price fait ses armes parce qu'il est âgé, Price, hein, il meurt en 91, si je dis pas de bêtises. Et Ouais. il est né dans les années 20, si je dis pas de bêtises aussi. 23. Voilà, c'est ça. Donc, il est assez âgé, donc il est un peu représentatif finalement de la transmission de ce qu'on appelait les True Whigs, puis les Honest Whigs, puis le mouvement Wilkes, puis les réformateurs, il me semble. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Merci beaucoup. Alors, effectivement, enfin, je réagis ta première distinction entre les deux formes de patriotisme. Alors, c'est très clair que, en fait, dans son discours, il bataille contre une certaine conception du patriotisme, qui est une position en fait exclusive, violente, conquérante, donc qui n'est pas comme il le dit, le patriotisme est une passion et comme toutes les passions, la raison doit les borner. Et donc, la raison borne le patriotisme en faisant finalement une vertu lorsque le patriote respecte les droits les droits d'autrui de façon générale et donc, bien sûr, les droits des autres peuples. Et donc, ça, c'est vraiment un point qui est important. Et probablement que Price n'est pas le seul à défendre cette. Il y a des travaux notamment d'un collègue angliciste, Rémi Dutille, qui est à Bordeaux, qui a travaillé sur le discours radical en Grande-Bretagne, donc sur Price et Cartwright notamment, et qui place dans le contexte des discussions sur le patriotisme et la bienfaisance comme vertu chrétienne, et donc universelle. Et donc, il y a une discussion
Rémy Duty, il a tendance à dire en fait c'est une sorte de concept chrétien utilisé politiquement, ce qui est en partie vrai, je pense, mais je crois aussi qu'il y a je crois plutôt que chez Price, il y a une sorte de priorité de la rationalité sur ce que pourrait dire ou dicter la religion, et que simplement la religion bien comprise confirme l'universalité de la raison. Bon. Mais alors ça, c'est je fais juste une parenthèse. Dans ma thèse, j'avais rapproché la critique du faux patriotisme de Price de la critique de Mably, du faux Oui, patriotisme. Parce que je ne sais pas du tout s'ils se connaissaient ou s'ils ne se connaissaient pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils disent la même chose sur la question du patriotisme. ouais, c'est intéressant. Mais ça, j'ai pas encore creusé, même si j'ai un peu lu Malbly, mais j'ai pas creusé ce point. Mais merci, c'est un bon. Il faudrait que j'aille lire la partie de ta thèse pertinente. Mais il y a peut-être des choses qui ont été faites, mais pas grand-chose, je crois, là-dessus. Et donc, par contre, sur ta question, effectivement, je l'ai pas du tout mentionné ici, parce que j'ai complètement laissé de côté les dimensions, toute la dimension, disons, biographique. Mais c'est clair que la participation de Price au Honest Whigs, au club des Honest Whigs autour de Franklin, elle est décisive. Priestley y est aussi. Ils sont très proches, ils sont amis. Il y a également Bug qui est dedans. Et c'est clair que il parle. C'est pas une réunion des amis de la Royal Society. Hein. C'est pas des réunions où ils parlent de science. Ils en parlent un peu aussi, mais ils parlent progressivement beaucoup plus de politique, et donc de la politique qui se fait sous leurs yeux. Et donc, c'est très probablement par ce biais que, en fait, Price se met à lire beaucoup de littérature politique. Et donc, cette socialisation dans le club des Honest Whigs, elle est vraiment clé. Price et Franklin étaient vraiment des très très proches amis, hein, ainsi que Price et Priestley et Price et Bug. Alors ensuite, c'est intéressant la question du mouvement Wilkins, parce que Price alors il est pasteur, il est dans la modération, même si ses textes ont soulevé comment dire, des guerres pamphlétaires, comme il n'y en a pas eu beaucoup au XVIIIe siècle, mais il est toujours dans la modération. Donc il y a quelques lettres où il réprouve de façon comment dire, l'attitude, les mœurs de Wilkes, en disant vraiment c'est horrible, c'est inqualifiable, etc. Mais il dit ce qui se passe, en fait, est indépendant de cette question de ses mœurs. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il est élu et que son élection est annulée. Et que son élection est annulée plusieurs fois. Et c'est-à-dire qu'en fait, la Chambre des communes se comporte comme si elle pouvait s'auto-fabriquer elle-même, en excluant des personnes. Et donc ça c'est certain. Il y a plusieurs lettres qui témoignent du fait qu'il il prend un coup, en fait, quand il voit l'état du système représentatif britannique, euh, euh, quand il voit ce que le système représentatif britannique est capable de faire, hein, de ce point de vue-là. Après, même s'il justifie le droit de résistance, Price, c'est pas un agitateur. C'est pas un agitateur, et donc il est clairement resté en retrait. Et donc, mais il est en fait dans la circonscription électorale où tout ça se passe. Donc, c'est impossible qu'il ait pas Il vu, qu'il ait pas. il fait partie du Middlesex, c'est-à-dire de la circonscription justement dans laquelle Wilkes est élu, réélu, C'est ça, réélu. c'est ça. Et il est lié aussi à Payne. Alors même si, alors ils se connaissent tous très bien, mais Payne, il est dans ce milieu-là, puisque je veux dire, c'est par Benjamin Franklin que Payne est relié à ce milieu-là. Et je pense que même si il n'y a pas vraiment d'échange entre Payne et Price, si je dis pas de bêtises, on n'a pas de lettre de Payne à Price Je ou de crois pas. Price à Payne, je crois pas. Mais il est certain qu'ils fréquentent les mêmes. L'éditeur de Payne, Joseph Johnson, c'est aussi l'éditeur de Price.
c'est le même éditeur, Ouais, si je dis pas de bêtises. oui, oui, Euh, et c'est c'est celui qui a possible, réalisé ouais, Priestley aussi. Bon, bon, là, Yannick et moi, on lit beaucoup du Payne en ce moment, mais ouais, évidemment, pour des raisons évidentes. On retrouve tous ces personnages dont tu parles, absolument tous, absolument ouais, tous. ouais. Oui, oui, effectivement, je pense qu'il y a un travail, disons, à faire là-dessus qui, en fait, a peut-être été fait plus du côté de Payne. Et non, Du côté de Price, j'ai pas. c'est un Non, travail qui est très difficile à mener pour une raison toute simple, c'est que tous ces gens-là se connaissent, mais ils ouais. habitent dans les mêmes quartiers, Mais oui, à ils n'ont part pas besoin de Priestley, s'écrire pour. voilà, à part Priestley qui habite ailleurs, mais je veux dire, ils n'ont pas Ouais, besoin de s'écrire. Et donc, on a ouais, ouais. très peu de témoignages directs et on a très peu de textes, Mm. alors qu'on sait pertinemment qu'ils se connaissent et qu'ils sont dans les mêmes milieux, quoi. Ouais, ouais. Bon, je monopolise la parole, c'est pas bien, et donc je la laisse à qui veut la prendre. Vas-y, bien, Isabelle, Myriam. vas-y. D'accord. Merci beaucoup, Christopher. Et c'était bon, extrêmement, comme l'a dit Marc, extrêmement dense et stimulant. Et voilà, donc beaucoup de matière à réfléchir. J'avais d'abord une remarque, mais enfin, pour abonder dans ton sens, dans la mesure où je connais ces sources-là, que c'est un peu éloigné, mais quand même, je les pratique un tout petit peu. Surtout, enfin, ce que tu disais sur les propositions, enfin, la raison pour laquelle Price n'aurait pas proposé voilà, n'aurait pas poussé un projet de loi en faveur du suffrage masculin, ça me paraît effectivement totalement plausible. On en était vraiment, vraiment pas là à l'époque. Mm. Déjà, l'idée même évidemment, comme vous le savez, enfin, d'élargir le droit de vote était déjà extrêmement controversé. On en était à essayer, comme tu le disais, les vraies questions qui se posaient, c'était le poids de la couronne, l'ingérence, l'influence des lords, évidemment, toute la question des pocket boroughs, etc. Bon, et vraiment l'extension du suffrage, enfin, voilà, on était vraiment très loin. Donc, je pense que même enfin, même le mouvement chartiste, en fait, a même pas, même pas abouti presque voilà, des décennies Mm, plus mm. tard. Donc, on est vraiment très loin. Donc, oui, non, mes questions, c'était. Alors, j'avais une question, en fait, une question de Ouais, traduction et qui est peut-être un peu liée. Et une autre question sur ce que tu évoquais sur la catégorie de ouais. radical. J'avais une question sur la traduction de autogouvernement, donc ça traduit Mm, mm, self-government, mm, ça j'ai mis. mm, mm, Et dans la citation I, par exemple, que tu donnes, il y a autogouvernement et mm. autodétermination. Ouais, J'imagine qu'autodétermination, c'est yeah, ouais, c'est ça. self-determination. Et ma question, c'était, enfin, quel est le lien conceptuel, etc. Enfin, entre l'autogouvernement, tu as donné des éléments de réponse, mais est-ce que tu peux Ouais. revenir dessus? Entre ce que serait le self-government chez Price et chez Sidney, parce que j'ai l'impression que c'est assez différent, en fait. Effectivement, chez Sidney, il en est, enfin, c'est assez central, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment, enfin, est-ce qu'il y a une élaboration à partir de la notion de Sidney ou pas, enfin, comment ça s'articule plutôt, et peut-être que ça rejoint, parce que je voulais t'inviter peut-être à développer ce que tu disais sur la catégorie de radical. Peut-être qu'il y a un lien, parce que justement, entre ces générations de républicains du XVIIe siècle et ces radicaux qu'on hésite parfois à appeler républicains au XVIIIe siècle. Voilà, je voulais Ouais. avoir ton... Merci beaucoup. Merci pour ta remarque comment dire, qui non pas exactement confirme, mais qui va dans le même sens que ce que je suppose sur la question du suffrage. En fait, je me suis même posé la question du point de vue du droit des femmes. Parce que Price fait partie de ceux qui soutiennent ardemment Wollstonecraft
par exemple, et qui, de façon évidente, considère que les femmes sont capables d'avoir une pensée, non seulement une pensée, comment dire, suffisante pour se voir attribuer un droit de vote, mais en plus une pensée admirable à bien des égards, etc. Donc, enfin, je pense que sur cette question, il faut pas trop vite se fier à, à l'absence d'une défense explicite et même au fait qu'ils n'en parlent pas dans leur correspondance. C'est clair que c'est pas une préoccupation qu'ils ont, mais que ce ne soit pas une préoccupation ne signifie pas qu'ils aient pas des intuitions claires sur le fait que des gens pauvres, mais qui ne seraient pas, je sais pas, rendus euh, rendus à être dépendants de plein de quantités de vices, ou bien des femmes qui ont été éduquées dans des académies dissidentes, que ces personnes auraient évidemment les aptitudes cognitives, etc., pour être un citoyen, pour avoir des droits. Mais donc, bon, même si c'est une question qui est très compliquée à établir, parce que par définition, on n'a pas de... Bon. Mais vu comment il défend la figure de Wollstonecraft, vu comment voilà, on peut pas supposer ce que certains disent explicitement et que lui ne dit pas explicitement, à savoir que les femmes sont faites pour ceci ou pour cela. Parce qu'il ne va pas non plus dans ce sens-là. Mais bon, ça reste voilà, de la spéculation, mais il y a des choses qui sont quand même plus ou moins plausibles, et donc de ce point de vue-là, ton sentiment va dans le même sens que moi, et je trouve ça. Mais c'est important justement que je confronte ça à ce qu'en pensent les spécialistes du XVIIIe siècle britannique, parce que c'est des questions qui sont compliquées. Pour tes questions sur la traduction, donc il n'y a pas chez Sidney, j'ai évidemment cherché assez vite, il n'y a pas l'expression freedom as self-government. Il y a par contre, alors il y a l'idée que les sociétés ont et il y a ça aussi d'ailleurs chez Locke, l'idée que les sociétés ont ultimement un pouvoir de se déterminer, ultimate determination. Donc il y a ça. Alors To choose their governors. Excuse-moi voilà, c'est ça. To Non, je t'en prie, their government exactement. and choose their Ouais, c'est ça. government. Voilà. Par contre, il y a chez Sidney l'idée à plusieurs reprises. J'ai commencé à cibler un certain nombre de textes. L'idée à plusieurs reprises que les sociétés se gouvernent elles-mêmes. Les peuples ou les sociétés ou les nations se gouvernent elles-mêmes. Donc il y a cette idée un peu récurrente they govern themselves. Free nations, free people govern themselves. Bon, donc par contre, ce qui est clair aussi, c'est que Sidney affirme, au moins à plusieurs reprises, je ne suis pas moins libre si je ne participe pas directement à l'élaboration des lois. Ça dit, la liberté comme non-domination, comme le fait de ne pas être soumis à la domination d'autrui, elle n'est pas moindre si je ne gouverne pas. Alors là, la question, c'est est-ce qu'il parle simplement du fait de gouverner au sens d'exercer un pouvoir de type exécutif ou législatif, ou est-ce qu'il parle de la franchise, enfin du droit de vote? Et là, c'est pas clair. C'est pas clair. Il y a des textes où il semble valider l'idée que seuls les riches doivent avoir une vision aristocratique, que certains reprennent pour dire Sidney, c'est une pensée aristocratique. Mais il y a plein d'autres textes où il dit chaque être humain a la capacité de saisir son intérêt, et la société est fondée sur le fait que les individus cherchent à promouvoir leur intérêt. C'est un intérêt rationnel, c'est-à-dire qui comprend le souci de préserver sa liberté, la liberté d'autrui, etc. Donc, il y a d'autres éléments dans le texte. Donc, disons, ça reste un peu à préciser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des peuples qui se gouvernent eux-mêmes. On n'a pas le concept de self
self-government. Le concept de self-government à l'époque de Price, il est essentiellement, c'est un concept éthico-théologique. C'est la modération, c'est le contrôle de soi, en fait. Il y a plein de pamphlets, de traités sur le self-government en ce sens-là. Et donc, c'est comment je dois être un bon chrétien, les vertus, ne pas m'énerver, être ceci, me contrôler moi-même, les passions, etc. C'est très rare qu'on ait la notion, le syntagme self-government utilisé en un sens politique. Mais il y en a quand même quelques-unes. Et en fait, probablement, celle de Price est une des premières à être mise comme ça au cœur du dispositif théorique, même s'il y a beaucoup de gens après qui ont dit ah, mais Price, c'est pas assez développé, il nous faudrait il nous faudrait un texte de 500 pages et pas simplement un texte de 120 pages pour savoir les tenants et les aboutissants de cette théorie. Il y a des éléments qui restent. Mais on n'a pas ça chez Sidney. Et donc, il y a une différence, tu as raison. Et donc, peut-être il y a une différence sur le sens même de la liberté, peut-être parce que, stratégique, enfin, dans le débat, Sidney, il doit maintenir l'idée que la liberté qu'il défend pour les êtres humains, etc., la liberté qu'il défend, c'est pas celle de la démocratie directe. Hein. Il met vraiment à l'écart il dit, on parle de nations, de grandes nations, on ne parle pas de démocratie directe. Donc, on parle de liberté. Si on veut parler de liberté sérieusement, il faut qu'on parle de la liberté de ceux qui n'ont pas de pouvoir, qui n'exercent pas de pouvoir. Je pense que c'est dans ce sens-là mais du coup, ça le conduit à peut-être mettre l'exercice de la liberté politique, ce qu'on appelle par distinction de la liberté civile, de la liberté politique, à l'extérieur du concept de liberté proprement dit, ou alors il faut retrouver par la question de la vigilance, de la participation du peuple, à l'intérêt aux questions, la critique des arcana imperii, etc. Il faut y voir en fait l'exercice de la liberté comme non-domination, et à ce moment-là, on retrouve quelque chose de très similaire à Price. Bon, mais ça reste. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, Ouais, ok. Juste une micro-parenthèse, je pense que aussi, alors s'il y a bien un lieu et un temps où on parle de self-government directement, c'est chez les Américains. Bien sûr. Et voilà. Et donc, je pense que la notion chez Price, elle est sans doute, elle vient sans doute de deux trucs. D'une part, des Américains, qui eux l'utilisent à tout bout de champ, et par ailleurs, de la question des congrégations dissidentes qui se self-govern. C'est-à-dire que les congrégations dissidentes sont basées sur le self-government de la congrégation. Donc, je pense que c'est les deux sources. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, vas-y, Suzanne, prends la parole. Tout d'abord, merci beaucoup, Christopher, pour cette intervention absolument fascinante, surtout pour quelqu'un comme moi qui connaissait très peu Price. Si on peut revenir sur ce point de la nature naturelle, justement, des droits politiques, je ne sais pas si j'ai vraiment une réponse à ton interrogation, mais je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être creusé parce que je constate que dans les cas que je connais un peu mieux notamment celui de Prieur de la Marne sur lequel j'ai fait ma thèse, il dit textuellement, c'est dans le grand livre de la raison et de la nature qu'on lit que les nations sont souveraines. Il dit très clairement que voilà, les droits politiques, ce sont des droits naturels. D'ailleurs, c'est quelque chose justement qu'on m'a déjà reproché de confondre les deux, mais c'est pas moi, c'est lui qui le dit. Et donc, ce serait vraiment quelque chose à creuser, je pense, et j'espère que la petite journée d'études qu'on organise pour novembre, ce sera l'occasion de le faire. Je me permets de faire un peu à la publicité de ça. On organise à Naples pour début novembre une journée d'études. Ce sera vraisemblablement un jour et demi sur droit naturel et politique à l'époque moderne.
Je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser les assistants habituels à, à ce séminaire. Malheureusement, ce sera uniquement en anglais. C'est la directrice du centre qui a été assez ferme sur ce point, malheureusement. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et puis, pour finir, j'ai quand même une question pour toi, Christopher. Une autre chose qu'on voit chez beaucoup de révolutionnaires français, c'est une association étroite entre la notion de liberté et la notion de bonheur. Et je voudrais juste savoir si Price parle du bonheur. Voilà. Merci beaucoup. Bon, mais voilà, ce que je soulevais en conclusion, c'était effectivement étant plein dans le sujet de la journée d'études que tu vas organiser. Et donc, ça fait vraiment partie des points qui sont des points, disons, d'ordre conceptuel, mais qui sont vraiment suscités par les textes, en fait, et donc qui obligent à la fois enfin, qui obligent tout le monde, les historiens des idées, les historiens des archives, les historiens qui sont parfois les mêmes, et puis les philosophes aussi qui s'intéressent aux choses du passé. Ça nous oblige à, à construire des interprétations, des lectures, alors que ces énoncés nous apparaissent ou apparaissent à l'aune de certaines catégories comme en tension, comme contradictoires, comme complètement confuses. Et de ce point de vue, je trouve que, mais on aura l'occasion peut-être d'en parler justement peut-être à cette occasion, mais j'ai l'impression que la manière de répondre d'Edelstein n'est pas, enfin, ne correspond pas à ce qu'on trouve dans les textes, ou en tout cas dans un certain nombre de textes, où il a l'air de dire, je ne sais pas si j'ai bien compris, je ne l'ai peut-être pas lu non plus suffisamment près, mais il a l'air de dire qu'en gros, l'idéal de ceux qui se réclament de la nature, c'est de créer la société à l'image de la nature et donc à l'image d'une sorte d'état naturel. Bon, en abolissant les distinctions. Bon, ça ne peut pas être ça de façon sérieuse. Mais à mon avis, ça laisse entière la question de savoir ce que ça peut être de solide, au-delà d'une invocation, hein, à la nature, quelle fonction ça joue. Et alors, de ce point de vue-là, et ça permet peut-être d'apporter enfin, d'aborder ta question sur liberté, enfin, sur le rapport entre liberté et bonheur, ou la question du bonheur chez Price. Je pense qu'une bonne manière de sortir de la dichotomie entre la nature figée, de l'universel figé et de la politique et de l'histoire, c'est justement de montrer que ces auteurs, on pourrait prendre Priestley comme Price, sont des penseurs du progrès, en fait. Pas d'un progrès comment dire, béat, uniforme et progressif, inéluctable, etc., même s'il y a des dimensions eschatologiques par moments qui apparaissent, mais il voit bien aussi qu'il y a des moments de retour en arrière. Donc, mais ils ont clairement l'idée que l'humanité progresse. Et ça semble aberrant de soutenir que cette conception du progrès qu'ils ont, même si elle peut être différente d'ailleurs entre eux, que cette conception du progrès soit compatible avec une sorte de conception complètement figée oui, figée et peut-être non modifiable en quelque sorte de la nature. Et que donc, à partir de la réflexion sur le progrès, il y a une réflexion qui touche à la question de l'histoire, évidemment, et donc à la question finalement, et moi je l'ai vraiment souvent vu, y compris chez des auteurs qui sont pas
réputés pour être des auteurs qui s'intéressent au progrès, même si, donc je pense à Sidney, même si Sidney lui-même est considéré par Condorcet dans son tableau comme un moment important. En fait, à mon avis, c'est des auteurs qui pensent qui pensent la nature comme quelque chose qui est en quelque sorte évidemment immanent aux êtres humains, même si ça suppose un rapport le plus souvent à une loi de nature qui est une loi transcendante, enfin qui est une loi pour eux soit dictée par Dieu, par le Créateur ou par une entité supérieure, mais que ça ne suppose pas d'impossibilité d'appliquer ces normes à des situations historiques données. Et donc, euh, je pense qu'en fait, la réflexion sur la conception du progrès qu'ils ont, et chez Sidney, c'est surtout du progrès au sens politique, au sens, disons, on pourrait dire un peu civilisationnel, mais surtout politique, permet d'aborder cette question sans la figer dans dans cette opposition trop tranchée. Et de ce point de vue, le bonheur, il apparaît effectivement chez Price comme ce que cherchent les êtres humains. Alors, de façon peut-être moins marquée que dans la tradition, enfin, ou dans certaines traditions américaines, enfin états-uniennes, mais clairement ça apparaît. euh, et le point le plus significatif, c'est que euh, euh, clairement, le bonheur n'est pas conçu comme une sorte de réalisation complète de toutes les perfections humaines. C'est pas en ce sens-là qu'il entend le bonheur. Il n'entend pas le bonheur en un sens, disons, perfectionniste, maximaliste, hein, mais plutôt comme le fait pour les individus et les collectifs d'être satisfaits de leur sort, de se sentir, oui, satisfait mais finalement jusqu'à un certain point, il y a des seuils évidemment ou des plafonds, mais jusqu'à un certain point, quelles que soient leurs activités, quel que soit leur type de vie, le type d'existence qu'ils mènent, etc. Donc c'est une notion de bonheur qui a un sens avant tout, je dirais, civil ou politique, plus que strictement moral, perfectionniste, comme on pourrait le penser dans une éthique des vertus, où il y aurait une certaine conception du bonheur, être heureux, c'est une vie de plaisir, être heureux, c'est une vie de vertu morale, être heureux, c'est une vie de contemplation, etc. Une notion qui est très ouverte et raison pour laquelle elle est associée à la notion de liberté, comme tu le mentionnais. On ne peut pas être heureux si on n'est pas libre. Et à coup sûr, une des premières conditions du bonheur, c'est d'être libre pour pouvoir en fait euh, faire ce qu'on souhaite faire avant tout. Merci. Juste une remarque très rapide. La dichotomie entre nature et histoire, c'est quelque chose que nous a légué le 19e siècle, en opposant la nature et l'histoire, mais on peut en voir les prémices chez les physiocrates, pour lesquels ce sont les lois de la nature, donc les lois physiques, qui déterminent les lois politiques et qui déterminent l'organisation de la société. C'est, je dirais, les physiocrates qui qui opposent nature et histoire. Chez quelqu'un comme Mably, excusez-moi de revenir à mes dadas, chez quelqu'un comme Mably, nature et histoire ne s'opposent pas. Et d'ailleurs, Mably était considéré à son époque comme un très grand historien, ce qui ne l'empêchait pas de considérer qu'il existait un droit de la nature et un droit politique issu de la raison et de la nature. Donc c'est vrai que l'opposition entre nature et histoire
Ça a une origine historique. Ça a une origine historique, et c'est vrai qu'il faut quand on lit les textes du XVIIIe siècle et les textes révolutionnaires, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas d'opposition. Quand on parle quand on parle de la souveraineté comme un droit naturel, la souveraineté populaire comme un droit de nature, on peut trouver ça bizarre, mais il n'empêche qu'ils réfléchissent quasiment tous comme ça, sauf précisément ceux qui considèrent que c'est les lois physiques qui déterminent les sociétés, ce que sont les sociétés et les droits politiques. Et ça, historiquement, ce sont les physiocrates. Fait partie de ces oppositions factices qui rejoignent les oppositions factices que soulignait Christopher. C'est-à-dire là, il y a une opposition complètement ancrée dans le 19e ou le 20e siècle qu'on projette sur le 18e. De même, quand tu soulignais l'opposition entre participation politique et liberté civile, entre vertu et droit, de la manière, c'est des choses qu'on projette et qui sont des constructions postérieures. Donc, si on essaie de comprendre le XVIIIe siècle avec la culture et la langue du XVIIIe siècle, ça ne fonctionne pas. D'où le fait qu'on est tous là, en train depuis des années, hein, en train de voir l'écart qui existe entre l'historiographie, en fait, les interprétations et les archives. Et l'archive nous amène effectivement à penser autrement et à sortir de ces oppositions que tu signales. Et effectivement, je pense qu'il faut trouver des concepts ou mettre en évidence des événements, des situations historiques qui permettent de voir des configurations qui fonctionnent, hein, et qui sont revendiquées comme telles et qui ne fonctionnent pas du tout avec les boîtes et les canevas qu'on a construits, qui sont postérieurs. Par rapport à ce que disait Marc et ce que disait Suzanne, Marc, quand il rappelait la communauté en fait d'origine qu'il y a entre tous ces auteurs, en particulier Suzanne, qui voyait dans son archive, elle aussi, des choses qui ressemblent étrangement à ce que tu racontes. De fait, Thomas Paine, on le retrouve totalement dans cette imbrication en fait du rapport au droit personnel et à la question de la participation politique, hein. Il y a chez Paine l'idée qu'il y a un droit naturel à la représentation. C'est formulé comme ça, on a un droit naturel à la représentation. Être représenté, c'est absolument fondamental, c'est inhérent à la nature humaine. Et c'est le levier fondamental sur lequel il appuie en l'an 3 quand il combat le suffrage censitaire et quand il rejette, comme dans ta citation M que tu mettais en avant chez Cartwright, je crois, quand Paine rejette totalement l'idée de propriété matérielle comme étant la possibilité sur laquelle, enfin, la fondation possible de la représentation politique. Hein, et il y a cette expression qui s'oppose entre autres à Sieyès, hein, il dit « on n'est pas une société par action ». Ça n'a rien à voir. Et il retrouve les échos ou un discours qui est exactement celui de Robespierre dans son discours sur le marque d'argent, donc en 91, quand il est lui aussi face à la mise en avant de la propriété pour justifier une participation politique limitée. Et on a la même chose, le même type d'argumentation. On n'a pas la possibilité de penser la représentation politique à partir de la propriété matérielle. On peut la penser à partir d'une propriété, pensée comme propriété des droits ou propriété de la liberté, mais pas en tant que propriété matérielle. Et Robespierre est aussi de ceux qui disent que il y a une citoyenneté de droit naturel. Hein, c'est qu'il imbrique complètement les deux choses. Alors, entre Paine qui dit droit naturel à la représentation, citoyenneté de droit naturel, ce que toi tu trouves chez Price et ce qu'on trouve ailleurs, il y a effectivement des conjonctions, et pas sur des auteurs mineurs en fait, hein, des conjonctions qui nous invitent à penser ensemble, hein, ces éléments. La question que je voulais te poser autour de ces questions-là, et comme Price est un économiste et comme il a travaillé beaucoup sur ces problématiques, que dit Price justement de la propriété
Est-ce qu'on retrouve l'idée générale de propriété des droits, de ma vie, de ma liberté et des biens qui me permettent de vivre, hein, comme chez Locke, et qu'on retrouve ensuite au XVIIIe siècle très largement, chez Robespierre aussi, chez Paine également. Et deuxième élément, que dit-il de la liberté du propriétaire, dans la mesure où tu rappelais que Price pense la liberté dans un rapport de réciprocité. Hein, c'est l'égalité de la liberté qui fait que la liberté est acceptable et que ce n'est pas une liberté à la Hobbes, en fait. Bon. Et donc, est-ce qu'on a la liberté du propriétaire limitée par la liberté de l'autre, hein, ce que dit Robespierre, par exemple, hein, est-ce qu'on trouve ce type d'énoncé chez Price? Merci beaucoup. Alors, pour répondre, répondre d'abord à tes questions qui sont venues à la fin, puis après je remonterai parce que j'ai une petite, un point où j'aimerais bien qu'on échange un peu. Euh, donc, il n'y a pas de... la liberté est pas, elle est jamais fondée, déduite ou articulée immédiatement à la question de la propriété. Donc on peut, chez Price, que ce soit individuellement ou collectivement, alors le fait qu'ils disent que la liberté ou que le droit naturel à la liberté est inaliénable suggère un vocabulaire qui touche à la propriété, donc de façon négative. Euh, mais enfin, en tout cas, dans ces pamphlets de 76 et puis après, parce que dans son traité de morale, je n'ai plus en tête exactement son argument, mais en gros, il a cette idée que euh, le concept de droit individuel, pas de droit naturel, il ne parle pas de droit naturel, mais il parle de droit individuel. Euh, je crois qu'il dit donc dans le texte de A Review of the Principal View of Morals, donc c'est un texte de 1758 qui va rééditer 2 ou 3 fois au long de sa vie. Et dans ce texte, donc, il aborde la question de ce que c'est que le bien, le mal, toutes sortes de questions de morale, et puis il arrive sur la question de la justice. Et la justice, il la prend en un sens avant tout distributif, et puis il met en avant l'idée que un droit, c'est une attribution de propriété, en gros. Et l'attribution de propriété, ça veut dire, si c'est attribué à quelqu'un, les autres n'ont pas le droit d'y toucher. Donc l'idée d'une protection d'un bien qui nous revient. Mais dans ce contexte-là, il n'invoque pas la liberté comme étant comprise comme l'un de ses droits. Donc ça, c'est en 58. Et dans les textes plus tardifs, il n'y a pas non plus cette articulation intime qu'on pourrait dire issue des Levelers, en quelque sorte, sur l'idée de la propriété de soi comme ce qui résiste ultimement et donc dans laquelle on inclut la vie, la liberté, les biens, et qui résiste ultimement à l'idée d'une délégation de ce pouvoir sur soi. Voilà. Donc, donc il y a pas il y a pas cette dimension là qui est explicite chez lui. Ses réflexions économiques, c'est plutôt sur donc sur la question des inégalités. Enfin, je veux dire, il n'écrit pas des pamphlets sur les inégalités, mais il s'inquiète des enjeux pour la liberté d'inégalités économiques. Et aussi, il participe, pour la question, le volet économie politique, il participe à des projets de création de systèmes d'assurance qui sont À la en Condorcet un gros... peu, donc. comment? À la Condorcet un peu. Oui, alors bon, faudrait voir précisément enfin, pour comparer les choses, mais en gros, c'est l'idée qu'il faut que ceux qui possèdent peu, mais qui possèdent suffisamment pour pouvoir épargner, soient contraints d'épargner une partie de leur salaire pendant leur vie pour que le jour où ils ne peuvent plus travailler, ils ne se retrouvent pas complètement démunis. Et donc, c'est l'idée d'assurer une sorte d'autonomie, d'indépendance et de non-dépendance des subsides publics pour l'aide aux pauvres, etc., par le travail même que font les gens.
Et donc, il y a tout un ensemble de calculs qu'il fait, parce il est mathématicien aussi, et donc viser une certaine autonomie, et, comment dire, une certaine autonomie économique fondée sur fondée matériellement sur le travail fourni et sur l'épargne, en fait. Une épargne forcée peut-être aussi, d'ailleurs. Oui, alors il envisage ça pour certains corps de métiers ou d'activités, ouais. Ouais. Mais Condorcet, c'est à peu près la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on est ouais. dans une épargne forcée et il y en a qui vont mourir, en fait. Et donc, c'est bien parce que ça va permettre de redistribuer un peu plus aux autres, hein. Alors, Et ça, c'est je chez crois pas. Condorcet, hein. Ok, ouais, je sais pas. Mais je connais pas non plus très bien ces textes de Price, Enfin, on est loin de la justice redistributive de Payne. On n'est pas dans le principe d'allocation universelle. non, On n'est non, pas du tout dans cette non, logique-là. non, non, on n'est pas dans cette logique-là. Il le développe pas du tout. Et alors le point sur lequel je voulais, Excusez-moi de vous interrompre. ouais. Ah oui, Il ouais. nous reste moins de 5 minutes, Ok. Eh ben, laissons la parole aux questions, évidemment, d'abord. il nous reste moins de 5 minutes. Donc, s'il y a une dernière question, on la prend. Sinon, oui, Fabio? Oui, alors moi j'ai justement, voilà, pour rester sur le sujet, dans le cadre de ce que vous avez dit, donc moi j'ai noté donc une phrase qui dit que donc c'est si Price disait donc le droit de propriété est fondé dans le travail. Oui, Vous l'avez dit ça, hein. oui, oui, Donc, oui. donc ça c'est pour moi ça rentre bien dans le cadre du fait que donc Price était un économiste et donc c'est un peu ça rentre dans l'économie politique classique, en quelque sorte. Donc, le travail a une base forte. Mm. Et pour moi, ça rentre un peu en contradiction, parce que s'il était vraiment d'accord avec John Cartwright, qui, qui donc fonde le droit à être représenté sur la personnalité et donc pas sur la propriété. Pour moi, là, il y a une contradiction forte. Bon, bien sûr, là, vous avez montré tout à l'heure que Price, il avait ses contradictions, bien sûr, mais là, c'est assez important, je pense, quand même. Parce que, Et- donc, en plus, au XVIIIe siècle, où il y a une forte dépossession des plus pauvres, hein, avec les enclosures, et même si les dernières recherches ont montré que le XVIIe était encore pire. Euh, bon, voilà, donc en tout cas, c'est intéressant, quoi, parce que c'est une forte contradiction, je pense. Moi, personnellement, je la vois comme ça. Ouais. D'accord, merci. Donc, Euh, Juste une petite remarque. Euh, en fait, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il me semble que ce que tu as voulu dire, c'est que comme Locke, Price fonde le droit à la propriété sur le travail. C'est-à-dire que comme Locke, il y a l'idée que une propriété qui est acquise autrement que par le travail, par la spéculation, par l'héritage, par etc., est une propriété qui pose problème. Et donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait une contradiction au sens où Fabio l'a évoqué. mm. Ouais, alors effectivement, mais alors le problème c'est que merci pour la question et puis parce qu'elle pointe une tension effectivement, ou en tout cas la possibilité d'une tension. Merci Marc aussi pour la précision qui fait que c'est avant tout ça effectivement qu'il dit. Il fait pas une critique explicite de l'héritage, euh, même si il n'a aucun problème pour assumer l'idée que l'État est fondé, les lois sont fondées à intervenir et à redistribuer les richesses. Il n'a aucun problème avec cette idée. Le principe justifiant ça étant euh, le, les principes du gouvernement légitime, la manière dont les individus vont pouvoir réaliser leur liberté morale, religieuse, civile, de la façon ou personnelle, de la façon la plus satisfaisante. Donc c'est de ce point de vue-là que c'est vraiment important. Et ensuite, dire que la propriété est fondée sur le travail, ça ne veut pas dire que le travail doit pas être mieux partagé ou mieux organisé ou mieux protégé.
même s'il ne va pas forcément beaucoup développer ces points. Et donc, ce n'est en tout cas pas un argument permettant pour lui de justifier ce qu'il critique par ailleurs, c'est-à-dire la restriction du droit de vote fondée sur la richesse ou sur le,